messieurs, bienvenue à votre magazine de tous les jours, Moissy, qui met en avant-plan la femme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous allons parler de cette femme avec une thématique spéciale. Il s'agit bien sûr de la représentativité de la femme dans les instances décisionnelles, favoritisme ou méritocratie. On en parle avec les invités sur ce plateau. Nous avons donc l'honneur de recevoir Madame Kiki Kaniki. Bienvenue. Alors, on aimerait vous présenter et savoir sous quelle casquette vous intervenez. Entrepreneur, femme entrepreneur, je représente Madame Marie-Josée Ifoko. Voilà, je suis une femme tout d'abord. Très bien. Alors, nous allons également présenter une autre invitée. Spécialement, elle nous a fait cet honneur aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Christelle Vwanga. Elle est, pour ceux qui ne connaissent pas, députée nationale. Bienvenue. Merci. Très à l'aise pour aborder la question. Oh, bien sûr, très à l'aise. Le mois de mars, c'est pratiquement les mêmes scénarios qui reprennent. Ce sont des conférences, des forats avec des femmes dans les universités, dans les écoles. Voilà, on s'est habitué. Merci beaucoup. Et pour genrer notre plateau, nous avons voulu associer un homme, pas le moindre. Il s'agit bien sûr de Monsieur Ngunda Ikala. Je pense que je n'ai pas massacré votre nom. Bienvenue. Merci. Vous êtes très disposé à cheminer avec nous dans ce débat. J'ai une fille, donc ça me concerne. Ils vont devoir échanger, ils vont devoir débattre ou s'accorder sur plusieurs questions qui seront abordées ici. Des questions qui nous viennent de vous justement, puisque vous êtes nombreux à nous suivre. Nous allons donc commencer notre émission avec vous, Madame Kiki Kaniki. Aujourd'hui, on parle de cette représentativité de la femme dans les instances décisionnelles. Pouvons-nous dire que c'est une sorte de favoritisme ou méritocratie au regard de la situation sur le terrain? Sur le terrain, normalement, ça doit être une situation de méritocratie. Parce que d'abord, si je peux le dire, nous ne devrons même pas parler de la femme. Nous devons parler de l'homme et de ses compétences, du leadership. Donc, c'est de cette manière-là que nous devrions aborder ce problème. Vous pensez que toutes ces femmes qui sont à la tête de ces différentes institutions l'ont forcément mérité? Pourquoi pas? Et les hommes qui sont à la tête de toutes ces institutions, les ont-ils mérités? Voilà. Madame Christelle, votre réaction? Méritocratie ou favoritisme? Bien sûr, méritocratie, parce que moi, bon, je vais aller vite, madame a déjà tout dit. Moi, je parle plutôt de la volonté politique. Pourquoi je le dis? Parce que j'estime que la femme a quand même eu un long chemin pour atteindre les niveaux qu'elle a aujourd'hui. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens avec la volonté politique, pas seulement des hommes, mais aussi des femmes avec une réelle volonté politique. Je prends toujours l'exemple de l'élection de Michaël Jean à la tête de la francophonie. Il y avait 5 candidatures, non de moindre, mais il y avait parmi elles une femme qui s'appelait Michaël Jean. Alors, en ce moment-là, c'était François Hollande, le président de la France, et par ricochet, l'autorité morale de la francophonie. Il s'est levé pour dire, et je retiens toujours ces mots, il dit « J'ai analysé les candidatures, mais je pense qu'il est temps que l'on puisse pousser la femme, qu'on puisse essayer de mettre toutes les politiques en œuvre pour que celle-ci trouve une place de choix dans la gestion de la République. » Donc, dans le monde politique, dans les institutions, d'un côté, il y a la méritocratie, qui est par rapport à la femme elle-même, et de l'autre côté, c'est la volonté politique de la part des dirigeants. Elle a présenté un tableau où on parle de la volonté politique, mais également d'une femme qui devrait être poussée. Est-ce que c'est le cas pour notre pays? Bon, je rejoindrai un peu ce qu'a dit honorable Vwanga. En fait, elle a parlé de la méritocratie et de la volonté. Sur cette partie de la volonté politique, bon, comme je suis juriste, je mettrai plus l'accent sur la parité. En fait, en RDC, on a un problème, excusez-moi, je serai un peu juridique, mais c'est important. On a un problème, on a comme en RDC un flou constitutionnel, ok? Dans la Constitution, on a le préambule qui parle de l'intention du législateur, où on dit que voilà, la volonté de la RDC, c'est d'adhérer à une représentation paritaire. 50-50. 50-50. Oui. Mais quand on va à l'article 14, on vous dit que les représentations dans les institutions avec hommes-femmes doivent se faire de manière équitable.
Et dans la loi sur la parité, on dit la même chose. Mais le problème, c'est que l'équité et la parité, c'est pas la même chose. Ça marche pas ensemble. L'équité, c'est ce que donc les femmes et les hommes ont droit par rapport à des critères qui peuvent être objectifs, par exemple l'âge, le parti politique, la province, la compétence aussi, mais c'est assez subjectif. Tandis que la parité, c'est 50-50. Donc, en fait, on a cette dichotomie dans notre Constitution où, au lieu qu'on parle de représentation paritaire, on parle plutôt de représentation équitable. Mais malheureusement, l'équité, ici en RDC, c'est toujours en faveur de l'homme. C'est pour ça que moi j'ai toujours plaidé pour que cette loi de parité, en fait, son article puisse changer, qu'on puisse vraiment dire que... Vous pensez que la femme congolaise est quand même prête à basculer dans le sens de représentativité, bien sûr, à basculer d'une simple équité à la parité? En fait, ce n'est pas la femme congolaise, c'est la Constitution qui l'exige. Elle doit avoir le profil là, elle doit être prête, elle doit manifester cette volonté aussi d'y aller. On a exprimé cette volonté quand on a voté pour cette Constitution. Et cette Constitution, dans son préambule, dit qu'on adhère au principe de la parité de représentation. Donc, nécessairement, elle doit s'appliquer dans les lois. Donc, on n'a plus besoin de demander à la femme. On lui a déjà demandé en 2004 quand elle a voté la Constitution. Okay. Donc, tout le monde était d'accord avec cette Constitution. Je pense qu'il faut maintenant commencer à appliquer la parité. Et là, je pense que dans l'application de la loi sur la parité, il faut changer cette disposition qui parle de représentation équitable. Parce que cette représentation équitable est extrêmement vague. Et aujourd'hui, on peut avoir, par exemple, un gouvernement... On a comme l'impression que cette disposition, Madame Kiki, de la loi, qui semble être peut-être claire en amont, floue en aval, ne vous inquiète jamais. Vous vous contentez d'être dans l'équité, pourvu que ça soit une sorte de favoritisme, vous les femmes. En ce qui concerne la méritocratie, moi aujourd'hui, vous me demandez une liste des femmes avec le profil idéal pour chaque poste au gouvernement. Je vous les donne, ces femmes-là, parce que je les connais. Elles sont dans les organisations, elles sont dans les partis politiques, elles sont actives. Mais il faut se le dire qu'elles sont minoritaires. Ça, c'est clair. Elles sont minoritaires. Donc, difficile de basculer vers une parité. Gardons l'équité. C'est pas, je dirais pas, c'est difficile, certes, mais c'est pas impossible. On peut l'atteindre. Le Rwanda l'a fait. Regardez les pays scandinaves. En Afrique de l'Ouest, c'est les cas. Et pour le Congo, on peut aussi le faire. C'est pour ça que j'ai martelé sur la volonté politique des uns et des autres. Le Rwanda n'est pas un exemple, parce qu'au Rwanda, le Parlement a choisi les femmes. Oui, 52% de femmes. Mais il y a des dispositions. Elles n'ont pas mérité. Oui, c'est justement... à chaque pays, il y a des conformismes. En fait, on fait un choix. Il y a des manières pour atteindre un but. On a voulu atteindre la parité et on a choisi cette manière-là. Mais nous, il vous souviendra, à une époque où on est même allé jusqu'à dire qu'il fallait que dans chaque district, dans chaque circonscription, qu'il y ait un siège réservé aux femmes. Ça avait fait, je sais que Maître est au courant, à l'époque, ça avait fait couler beaucoup d'encre et des salives. On a fait passer ça pour du favoritisme, mais il a fallu taper le poing sur la table pour trouver un moyen. C'était tombé comme on n'avait pas retenu ça, mais simplement regardons les faits. Les faits est que les femmes congolaises ont besoin d'un appui. Pas seulement un appui d'hommes, mais un appui des humains, de la sphère politique tout entière. Et pour ça, il faut des lois. Et pour ça, il faut des canaux structurels pour y arriver. J'ai eu peut-être la chance de parler avec le Premier ministre la semaine passée. Le Premier ministre me dit carrément qu'il demande aux partis politiques de présenter les candidatures des femmes. Et certains responsables de partis politiques disent non, il n'y en a pas. Il a commencé avec 50. Ils ont dit non, impossible. Il a dit donnez-moi 30. Ils ont dit non, impossible. Mais moi, je vois les femmes dans ces partis politiques. Quand il y a des meetings, quand il y a des organisations, elles sont toutes là. Elles sont majoritaires dans les partis politiques. Donc, on s'estime être un mentor dans la démagogie. Pendant la campagne électorale, c'est la femme cheval de bataille, c'est la jeunesse cheval des batailles. Mais quand il s'agit, lorsqu'on est devant les enjeux, on devient amnésique. Donc, on oublie même que dans son parti politique, on a des femmes. Voilà pourquoi, lorsque nous on parle, on dit on doit jouer dans tous les deux côtés, c'est-à-dire et en amont et en aval. Qu'est-ce que je vais dire par en amont? Nous sommes en train de pousser les femmes à créer elles-mêmes des partis politiques. Parce que lorsque tu es dans un parti politique qui est dirigé par des mâles dominants, à un moment, ce sont ceux-là qui sont toujours en avant-plan. Mais s'il y a des femmes qui ont leur parti politique, des plateformes électorales,
alors au moment d'enjeu, ces femmes-là pourront décider si elles peuvent aligner oui ou non des candidatures féminines. On revient à vous, Madame Kiki, dites-nous, parce que cette question revient encore sur la table. Madame Christelle a évoqué un point important, et vous êtes quand même minoritaire, et on ne peut pas y aller avec une minorité dans une approche 50-50, donc la parité. Non, mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on peut pas aller avec une minorité. Ça, c'est une analyse. Je vous ai donné l'exemple de Michael Jean qui était minoritaire. Vous avez dit difficile, dans un groupe. Mais pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. On peut comment procéder selon vous, déjà au regard de ces tableaux qui se présentent? Mais d'abord, on doit faire appliquer la loi. On a une loi qui nous protège. Je ne suis pas juriste, mais on a un juriste ici. Mais je sais que, par exemple, il y a des prévisions telles qu'on devait avoir un conseil national de genre et de la parité qui a été proposé depuis 2015. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait. Nous devons peut-être utiliser la contrainte légale par rapport à notre loi. Donc, c'est-à-dire, si on a un gouvernement qui n'utilise pas la parité, je ne parle pas de l'équité, mais de la parité. Si, par exemple, ce gouvernement ne répond pas à cette parité, on utilise la loi. Le Conseil national de la parité, qui semble être une bonne idée, ne serait pas une formalité de trop et de plus? Non, pas du tout, parce que c'est ça justement, ce serait une solution au contraire à ce problème. Parce que vous ne pouvez pas parler de la femme pendant que la femme est absente pendant ce débat-là. Donc, la femme doit être là et ce conseil doit exister parce que nous représentons nos problèmes, nous avons des solutions à nos problèmes et c'est à partir de ça, on saura les chiffres. Okay, on saura la représentation des chiffres. Il y a combien de femmes dans le secteur... Je vais rebondir sur une phrase que vous venez de dire tout à l'heure. On ne peut pas parler de la femme sans que la femme ne soit là. Je vais revenir à vous, monsieur Ngunda, tout à l'heure aussi. Mais déjà, avec l'équité, on sent la présence de la femme. Où est-ce que le bas blesse? Parce que vous êtes quand même là aussi avec l'équité. Non, on doit parler de la parité et non de l'équité. Laissez-moi vous dire, monsieur Shungu, la femme d'abord, premièrement, elle représente plus que la moitié de la population congolaise et la moitié de la population mondiale. Donc c'est un capital humain important. On ne peut pas l'ignorer. Donc on doit impérativement inclure la femme dans nos décisions. Il ne faut pas voir femme. Lorsque nous avons des enfants, nous parlons des enfants, nous parlons de nos enfants. À l'école, lorsqu'on parle des enfants à l'école, on dit nos enfants vont à l'école. On ne parle pas des garçons et des filles. Une femme, c'est un être et on doit parler du leadership, on doit parler des compétences, on doit parler... on ne doit pas en faire une affaire exceptionnelle. Nous sommes humains, nous sommes des hommes avec grand H. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous devons évoluer. Et avec ça, on doit avoir la volonté politique. Madame l'honorable vient de mentionner que le ministre a parlé du quota de la femme dans les partis politiques. Mais il n'y a pas que les partis politiques. Pour créer un gouvernement, il ne faut pas seulement aller chercher des politiciens. Il y a des technocrates, des femmes qui sont technocrates et très capables, avec des capacités très avérées pour tenir tête au gouvernement, quoi. Voilà. Est-ce qu'on doit, je reviens à vous, rentrer dans cette logique de vouloir booster la femme pour un équilibre 50-50 ou trouver des pistes de solutions pour y aller progressivement, comme on dit crescendo? Pour moi, il n'y a pas de progressivité si la loi parle, si la Constitution parle déjà qu'on adhère à la parité, donc il n'y a pas de progressivité. Il faut l'appliquer ou ne pas l'appliquer. Okay? Au regard du retard qui s'observe dans la logique de la parité. Oui, pour moi, il faut l'appliquer. L'honorable Voang a donné un exemple clair. Le Premier ministre demande une liste avec 50% des femmes, on lui dit non. 30%, on lui dit non. Donc,
Et c'est là que je rejoins Mme Kani, qu'il faut qu'il y ait une contrainte légale. Ça signifie que s'il y a la loi sur la parité, au lieu qu'on oblige qu'il y ait une représentation équitable dans les institutions, surtout nominatifs, au lieu que ça soit équitable, que ça soit paritaire. Ça signifie que si le Premier ministre demain fait sortir une ordonnance avec 10% des femmes, ça devient une ordonnance illégale. Mais tant que ce n'est pas prévu dans la loi sur la parité, cette parité n'est pas prévue dans la loi sur la parité, on parle tout simplement d'équité, le Premier ministre va vous dire, bah, écoutez, j'ai 55 ministres, mais j'ai 15 femmes, donc pour lui c'est équitable. Et ça devient légal. Donc on ne peut même pas attaquer l'ordonnance en question. C'est pour ça que je rejoins Mme Kani pour dire qu'il faut que ça devienne une contrainte légale. Maintenant, la loi protège, en même temps expose. Oui, elle expose, moi elle ne protège pas. Elle expose. Elle expose parce que la loi sur la parité, il y a quand même une protection. Non, une loi. C'est vrai qu'elle n'est pas en vigueur. Écoutez, elle protège, elle expose. Non, une loi sur la parité qui dit que la représentation dans les institutions, dans les postes nominatifs doit être équitable, ce n'est pas la parité. C'est pas du tout ça. Et je reviendrai sur le Conseil national du genre. Vous voyez, on a une impression que les femmes ne sont pas représentées. Et cette impression est réelle. Mais aujourd'hui, si on a un Conseil national du genre et de la parité, on pourrait justement créer un index pour savoir combien de femmes avons-nous comme secrétaires généraux dans l'administration? Combien de femmes avons-nous comme directeurs dans l'administration? Combien de femmes avons-nous dans les directions généraux des entreprises publiques? Et là, on pourrait faire un index pour savoir chaque année si nous sommes en train de reculer par rapport à la parité ou nous sommes en train d'avancer. Jusqu'à présent, c'est pas créé. Ça fait depuis 2015, c'est quand même anormal qu'on ait une loi depuis 2015 qui oblige qu'on ait ce Conseil national du genre, et ce n'est toujours pas appliqué. Et aussi sur les partis politiques. Madame Wang a dit qu'il faudrait carrément que, je pense que c'est un peu un signe de désespoir, Madame Wang, quand vous dites qu'il faut carrément les femmes créent eux-mêmes leur parti politique. Mais la loi sur la parité, là je vais ne le permet pas. Non, la loi sur la parité dit que les partis politiques on doit tenir compte de la parité dans la constitution des listes électorales. Ok? Mais est-ce qu'aujourd'hui, à la prochaine élection, quand on va déposer les listes électorales par parti politique ou par regroupement, est-ce qu'on tient compte que dans la liste, il y a 50% de femmes et 50% d'hommes? Même si ce sont des femmes qui créent leur parti, il faut qu'il y ait toujours la parité. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. Ça résout pas le problème. C'est depuis 2015, mais dans la loi, dans les dernières élections en 2018, les gens déposaient leur liste électorale, elle n'était pas paritaire. Ces listes électorales-là étaient en contravention avec la loi sur la parité. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que dans la nouvelle loi électorale, j'espère qu'on va reprendre cet article de la loi sur la parité et la mettre carrément dans la loi électorale afin que les partis politiques puissent présenter des listes électorales paritaires. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de contrainte légale en RDC, je pense qu'on ne pourra jamais atteindre la parité. Et Madame Wang nous a donné un exemple. Le Premier ministre a eu de la bonne volonté, mais les partis politiques disent qu'on ne va pas vous donner une liste avec 50% de femmes. Alors, Madame Christelle Wanga, je peux répondre peut-être à les questions de la création des partis politiques. Bon, peut-être je comprends, peut-être le fait pour moi d'être dedans, dans la machine, je vois les choses autrement. Ce qui est tout à fait normal, ce que vous dites. Mais pourquoi je dis que les femmes doivent créer leur parti politique? Nous sommes dans la partitocratie. Tout se divise, tout se partage au niveau des partis politiques. Il y a des réunions qui se font à 2 h du matin, à 3 h du matin. Moi, je suis dans Ensemble pour la République. Mon président qui est Moïse Katumbi, quand le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a besoin de lui, il se déplace, il quitte Lubumbashi pour venir parler avec lui en ce qui concerne son parti politique. Si moi, Wanga, demain j'ai un parti politique à moi, si le président a besoin de parler avec quelqu'un, ça sera avec moi. En ce moment-là, je suis autour de la table de négociation. C'est ce que nous voulons des femmes. Les réunions se font. Vous pouvez même voir lorsque le Premier ministre reçoit des gens, que ce soit le président, les autorités morales, entre guillemets, ces noms-là, ces groupes de mots que je n'aime pas trop, quand ils reçoivent, c'est d'abord les responsables des partis politiques. C'est eux qui décident. Et lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour avoir le pouvoir. Donc moi, je vais interdire à un monsieur qui a créé son parti politique de mettre son nom sur la liste parce que moi, je suis une femme qui a adhéré à son parti politique. Non, il y a toujours des prévisions à court, à moyen et à long terme. Si, à court terme, nous voulons qu'on puisse respecter la loi, c'est-à-dire la parité telle que dit la loi, eh bien, à moyen terme ou à long terme, on peut aussi imaginer que les femmes créent des partis politiques, ce qui n'est pas mauvais. Moi, je suis aussi pour que les technocrates, les femmes qui sont dans la société civile, puissent adhérer au gouvernement parce qu'elles en ont la capacité. Mais ne nous leurrons pas. La vie est un combat. Dans le monde politique, les hommes
se font de coups bas. Je vais vous donner un exemple personnel. Les hommes avec Les humains, voilà, ils se battent. Moi, je suis allée accompagner mon président de parti politique chez le Premier ministre. Mais le simple fait que les membres de mon parti ont vu la photo, il y avait, je crois, 7 hommes et il n'y avait que 2 femmes. Ils n'ont pas attaqué les hommes, ils n'ont attaqué que moi. Pourquoi le président m'a pris? Pourquoi ils n'ont pas attaqué les hommes qui étaient sur cette photo-là? C'est parce que la politique est un milieu hostile pour les femmes. Et au grand mot des grands remèdes, il faut qu'on se lève au-delà de la loi, au-delà de la volonté politique, nous-mêmes actrices du changement dans le monde politique. Parce qu'on peut aussi nous donner les postes 50-50, mais on nous donne les postes de compassion, par exemple, pas des ministères régaliens. On se dit, ok, vous voulez 50, alors prenez votre lot, affaires sociales, genre et famille, droits humains, on vous donne, on dit, ok, on garde infrastructure, mine, tout, ils gagnent les ministères régaliens, par exemple, affaires étrangères, tout, ils gardent. Il y a toujours des techniques, mais moi je pense que la femme elle-même doit être au centre. Monsieur Ngunda a insisté sur un aspect important, la loi. Vous êtes quand même député national. Parlons de cette petite expérience. Vous êtes dans quelle logique de parité ou d'équité au Parlement? Je suis dans la logique de la parité, ce qui est clair, parce que c'est la loi qui le dit. Et je pense... pas le cas, vous êtes minoritaire au Parlement. Oui, qu'est-ce qui est déjà fait à votre niveau, en tant que femme aussi? Qu'est-ce que vous avez déjà pris comme initiative pour vouloir changer la donne? Déjà, plusieurs voix s'élèvent pour qu'il y ait des amendements par rapport à la loi sur la femme. Plusieurs voix s'élèvent dans la société civile. Non, dans la société. De vous d'abord. Oui, j'en arrive. C'est que j'ai été sollicitée l'année passée pour porter ces amendements au niveau de la loi. Et j'avais dit que j'étais disponible à porter ces amendements-là, si et seulement si ça peut faire à ce que la situation de la femme puisse évoluer. Mais il y a toujours des contraintes. Vous allez voir, par exemple, Même à ce niveau-là? Oui, il y a des contraintes. Pourquoi je le dis? Parce que, aussi longtemps que nous sommes minoritaires, nous sommes à 50 à l'Assemblée nationale, sur 500 députés, ce qui veut dire 1/10. Alors, s'il n'y a pas une dynamique forte, et on a été rejoint, je crois, par quelques femmes, des suppléants les suppléantes, voilà. S'il n'y a pas une dynamique au niveau interne, je peux beau crier, je peux beau monter, je ne sais pas moi, passer à Zoom Echo, parler à la télévision, mais il faut qu'il y ait une dynamique. Vous avez donné tout à l'heure un exemple d'une femme qui a changé la donne. Oui, parce qu'il y avait un homme... Seul, vous êtes 50. Il y avait un homme qui avait un pouvoir et, au fait, ne parlons pas de parité que des chiffres sans méritocratie. Les comble est que si on a 50 députés et qu'il n'y a que 5 qui travaillent et 45 qui ne travaillent pas, ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. C'est la raison pour laquelle nous militons et pour la parité et pour la méritocratie. Maman l'a dit tout à l'heure. Ne résout pas le problème de compétences. Des femmes avec des profils là où il faut. Sinon, on va faire de la figuration. On sera des femmes où pour prendre des photos, on dit venez, on va prendre des photos, on va montrer. Parce qu'aujourd'hui, la parité, c'est un élément de marketing. De même que les droits humains. De dire, regardez, dans mon pays, je suis en train de propulser les femmes, je respecte les droits humains. C'est ça. On sera un objet de marketing. Mais si nous voulons effectivement gérer ces pays et changer comme les femmes en Scandinavie, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays du monde, il faudrait des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi moi je suis pour la parité, mais aussi pour la méritocratie. Très bien. Madame Kiki, je reviens à vous. C'est vrai que l'émotion, on le sent encore dans votre chef expressif. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la question de ce qui bloque. Parce que l'État a quand même manifesté une sorte de volonté en accordant 30%. Encore que ça reste à vérifier si la politique suit. Mais qu'est-ce qui bloque que la femme fasse ce pas? Puisque Mme Christelle l'a dit, il faudrait aussi que cette femme mérite, qu'elle fasse le grand pas. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous êtes toujours minoritaire dans la démarche? C'est pas que la femme ne veut pas l'évolution et on ne quémande rien. Nous ne quémandons pas des postes, nous revendiquons nos droits. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons partie de la société congolaise, de la communauté congolaise, de la société congolaise. Donc, nous sommes des hommes. La prise de conscience, on sent que ça traîne un peu chez les femmes.
Pas nécessairement. Il y a des femmes qui sont là, qui manquent de plateforme, qui manquent cette opportunité, par exemple, de venir s'exprimer comme moi j'ai eu cette opportunité aujourd'hui. Et il y a des femmes qui sont traumatisées. Attention, il y a aussi le traumatisme parce que à partir de notre culture africaine, nous avons ce stigma-là, que la femme n'a pas un mot à dire, la femme doit rester dans la cuisine, la femme doit faire ceci. Et la femme, aujourd'hui, elle contribue déjà beaucoup à l'évolution de notre économie. Elle est là, elle est présente, mais seulement, il faudrait qu'il y ait volonté. Moi, je dis que ce n'est pas le problème seulement de la femme, mais c'est un problème d'abord culturel, africaine, et puis le problème de la volonté gouvernementale. Okay, parce que nos dirigeants doivent avoir cette volonté-là d'écouter la femme. Le Premier ministre a eu le souci d'inviter les chefs de partis politiques, mais il pouvait aussi inviter des organismes, des membres d'organismes. Il pouvait aussi inviter la société civile. Il y a plusieurs associations féminines ici qui pouvaient aussi inviter pour les écouter. Donc, moi, je ne pense pas que c'est un problème. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est plutôt une mauvaise foi de la part du gouvernement congolais. Si je peux ajouter seulement de la part de la responsabilité que je peux donner à la femme, ce serait que la femme puisse sortir un peu de sa coquille. Je l'encourage de sortir de sa coquille, comme le disait Nelson Mandela. La crainte, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est plutôt la capacité de vaincre cette peur-là. La femme doit s'exprimer, elle doit profiter des plateformes et pouvoir s'exprimer pour trouver des solutions à ces problèmes. Très bien. Alors, Monsieur Ngunda, vous êtes, je dois prendre cette casquette, vous êtes juriste, c'est vrai, mais vous êtes également un homme. Et vous pouvez remarquer la situation telle qu'elle se présente entre hommes et femmes sur le terrain, dans les différentes institutions, la concurrence qu'il y a, par moments déséquilibrée. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que, je reprends la question de madame, que cette femme n'avance pas, ce découragement, cette façon de voir les choses beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes, ce désintéressement, qu'est-ce qui les justifie? Je ne pense pas que les femmes sont désintéressées, c'est elles les électrices. Donc, il y a des exemples qui ont dit elles ne sont pas désintéressées, mais elles ont la chance d'avoir 10% déjà des femmes qui sont députées. C'est que moi, plutôt, je conseillerais, parce que de nous tous ici, je pense que c'est juste l'honorable qui est capable de prendre action. Donc moi, ce que je conseillerais, surtout que vous êtes une femme, il faudrait peut-être que le prochain ministre des Affaires des femmes, ou le ministre des Femmes, vous puissiez peut-être faire une question écrite sur quand est-ce qu'il va créer le Conseil national sur la parité du genre. Non, mais oui. Le remède essentiel. Non, c'est l'un. C'est là. Essentiel. Oui, essentiel, parce que sans ça, on ne peut même pas avoir l'index sur la parité. Et encore qu'il faudrait que les décisions qui seront prises par ces conseils de la parité soient en exécution. Oui, mais que ça existe déjà, que ça puisse déjà au moins exister. Et aussi, par rapport à la loi électorale, elle est députée, elle peut justement rappeler ces dispositions de la parité sur les listes électorales afin qu'on puisse le répercuter dans la loi électorale. Elle a dit qu'elle se sent un peu découragée par le fait qu'ils sont minoritaires et qu'il n'y a pas toujours implication. Non, l'amendement d'une loi est déposé par un député, donc un député peut le déposer et la commission va l'analyser. Quant aux compétences, je trouve ça un peu hypocrite. À chaque fois qu'on veut parler de la promotion des femmes, on fait toujours sortir la compétence. On n'est pas contre la compétence. Je suis un peu féministe, je suis un homme un peu féministe. Okay. On n'est pas contre la compétence. Mais pourquoi, quand il s'agit des hommes, on ne parle jamais de la compétence? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ordonnance portant fixation des critères pour devenir DG dans les entreprises publiques? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de critères pour devenir DG dans les entreprises publiques, ni pour être ministre dans ce pays. Rentrons dans les statistiques, combien sont ces femmes qui vont mais justement, à l'école puisqu'on par parle, rapport aux hommes, si on veut des compétences, si on veut des femmes compétentes, à la question politique, non, si on veut des femmes compétentes, fixons les règles préalables de compétences pour devenir ministre ou pour devenir DG dans une entreprise publique. Tant que ces règles ne sont pas fixées, vous ne pouvez pas dire aux femmes, mais on ne sait pas si vous êtes compétente. Fixez d'abord les règles et les femmes vont postuler, vous allez voir si elles sont compétentes pour être DG ou ministre.
Okay? Moi, par exemple, je me suis toujours demandé, parce que je m'intéresse beaucoup au secteur de l'environnement. Pour moi, quelqu'un qui ne comprend rien à la déforestation, qui va apprendre c'est quoi la définition de la déforestation en étant ministre de l'Environnement, ne devrait pas être ministre. Okay? Mais comme il n'y a pas de critères de compétence, on peut prendre quelqu'un qui ne connaît absolument rien de l'environnement et qui devient ministre de l'Environnement. Alors, fixons d'abord les critères de compétence pour devenir ministre, pour devenir DG dans les entreprises publiques, et après on pourra juger si les femmes n'ont pas de compétences. Mais quand on n'a pas fixé des règles, on ne peut pas présupposer que les femmes ne sont peut-être pas compétentes. Non, non. Très bien. Alors, vous avez à rajouter? Oui, j'allais ajouter justement dans le même sens, parce que comment on peut dire que la femme n'est pas compétente? Mais on a un DG, toujours c'est un homme, et en dessous, on a une DGA, c'est une dame. Et c'est la dame qui est vraiment la machiniste. Elle travaille toujours en coulisses, mais c'est le DG qui se présente partout pour dire que clamer l'accomplissement, les accomplissements de l'entreprise, mais pourtant c'est toujours la dame qui est en arrière, comme on le dit souvent, derrière un grand homme, il y a toujours une dame. Mais maintenant, nous, ça tient la route? Non, pas du tout, on ne veut pas de ça, on dit écoquille. Vous ne voulez plus rester derrière un grand homme? Non, pas du tout, parce qu'on est bien compétente, on est bien capable, et c'est un peu ça aussi, une sorte de violence psychologique, parce qu'on veut nous garder en arrière-plan, pendant que c'est nous qui faisons tout. C'est vous garder ou vous protéger? Protéger contre qui? Il faudrait que cette femme chemine avec l'homme pour atteindre sa parité, ou il faudrait qu'elle y aille de force? C'est la question. Non, la femme n'a pas Elle doit se faire accompagner et porter par l'homme. La femme n'a pas besoin de se faire accompagner par l'homme. La femme est un être très compétente et la femme est indépendante, la femme est intelligente, la femme porte plusieurs casquettes que l'homme ne pourra jamais porter. Donc il faudrait mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable. Alors, Madame Christelle Vwanga, vous avez peut-être la chance de rencontrer les grandes personnalités dans ce pays. Toutes les femmes n'ont pas cette opportunité, cette chance. Vous avez rencontré le Premier ministre, vous l'avez dit. Aujourd'hui, à quel niveau doit se faire ce lobbying pour réussir ou résoudre ces problèmes de la femme? Merci beaucoup, Monsieur Guy. Mais je voudrais d'abord insister sur la question des compétences. La compétence n'a pas de sexe, en fait. Il n'y a pas de compétences des hommes et de compétences des femmes. C'est asexué. Soit on est compétent, soit on ne l'est pas. Et à chaque fois, comme Monsieur Ngunda l'a dit, devant les enjeux, on soulève toujours cette question-là. La compétence, la compétence. Alors que tous ces gouvernements qui se sont succédés, échec après échec, depuis le régime passé, ont été majoritairement remplis par des hommes. Donc, si on doit réfléchir peut-être logiquement, donc on devrait dire que ce sont les hommes qui ont échoué. Mais on ne les dit pas à cause des pesanteurs culturels. Regardez par exemple ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le départ de Madame Mabunda. Après elle, une femme voulait postuler, mais tous les hommes disaient que non, une femme ne peut plus être présidente, on vous a laissé là, regardez ce que vous avez fait, etc. Mais au Sénat, M. Tambwe Mwamba est parti, un homme, ça n'a pas gêné de mettre un homme. Pourquoi on n'a pas mis une femme? Parce qu'un homme venait d'échouer. Il faut mettre. Non, c'est un verbe plat, excusez-moi, c'est un verbe plat que j'utilise, mais seulement fallait peut-être élire une femme parce qu'un homme a échoué. Mais pourquoi cette réflexion ne s'abat que par rapport aux femmes? Vous voyez, ce sont des pesanteurs culturels, voilà. Vous avez comme l'impression que l'échec de la femme fait beaucoup plus mal. Voilà, au fait, même en politique ou bien dans le monde, c'est toujours x10, on amplifie. La femme n'a pas droit à l'erreur. Il y a une seule ministre, une seule à l'époque, je crois que ça doit être Madame Laure Kawanda, je me rappelle, elle était du Palou, il y avait eu naufrage à l'époque, cette femme a été destituée à l'Assemblée nationale. Une seule femme. Mais les autres, on a fait des ministres et des ministres fautifs ont succédé à chaque fois, sauvés par des motions incidentielles. Mais une femme a été cédée. L'erreur de la femme est toujours multipliée par 100 fois 10. Alors pour la question de résoudre l'équation de la femme devant les enjeux, moi je pense qu'il faut tabler sur deux côtés. D'abord, les listes viennent toujours des partis politiques. C'est les partis qui présentent les listes au Premier ministre. Moi, je pense du côté des partis politiques, il doit y avoir des lobbying de la société civile, mais aussi des instances de la République. Notamment le président de la République avec sa vision
dire au président des partis politiques que nous voulons les listes à la limite zébrées, ou bien à la limite avec un pourcentage, comme M. Ngunda l'a dit, si on ne veut pas respecter la parité, eh bien on se tonne. Qu'on nous présente des listes zébrées au Premier ministre, et c'est en ce moment-là, le président, s'il n'y a pas une liste favorable aux femmes, eh bien, qu'il ne signe pas. C'est la moindre des choses. La contrainte de la loi. Retournez les listes. Ramenez-moi des listes. Si vous dites que vous n'avez pas des femmes, alors fabriquez ces femmes-là. Allez dans les marchés, allez chercher des femmes. Allez dans les universités, allez chercher des femmes. Mais au moins, mettez-nous des femmes. Et quand vous créez un parti politique, vous êtes un mentor, vous êtes un président de parti politique. Dans un pays, comme Maman Kiki l'a dit, dans un pays où il y a 55% des femmes, vous créez un parti politique et vous dites que dans mon parti, il n'y a pas de femmes. Mais c'est contradictoire. Ça veut dire que vous avez échoué. Ça veut dire que vous avez un parti politique qui n'a pas d'assises. Et c'est tout. C'est là où tout doit commencer. Donc, d'un côté, en amont, les listes des partis politiques zébrées. De l'autre côté, la volonté du chef de l'État de ne pas signer des listes où il n'y a pas de nom des femmes. Monsieur Ngunda, je pense vous avez soulevé une question majeure, la contrainte de la loi. Elle est revenue sur ça. Conclusion. Comment atteindre 50-50, la parité? Bon, comme je l'ai dit, hein, c'est changer la loi sur la parité, enlever cette affaire d'équité, il faut mettre parité, Conseil national. Comment y arriver justement pour la loi? Il faut faire une proposition d'amendement de la loi sur la parité pour que ça, on ne parle plus d'équité, mais de parité. Ça ne doit se jouer qu'à ce niveau-là. Ah oui, parce que si ça passe, ben, ça devient une contrainte légale. Ça signifie que le jour où le Premier ministre fait sortir un gouvernement avec... comment dire, 30% des femmes, ben ça devient une ordonnance illégale. Ou le jour où il y a l'index sur la parité qui montre que les DG des entreprises publiques, il n'y a que 10% des femmes, ben là, ça devient une contrainte légale. Là, le Premier ministre n'aura pas le choix que de trouver des femmes pour mettre à ces fonctions-là. Donc, je pense que pour moi, c'est sur ce point-là qu'il faut aller. Et je voudrais aussi Madame Voix m'a parlé un peu de... Ce que je comprendrais, c'est un peu l'hypocrisie des hommes politiques. Et durant la journée de la femme, j'ai remarqué que tous les grands partis, en tant que les grands leaders politiques, ont tous soutenu la parité. Hein. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, il allait même plus loin en parlant de 50-50 dans son communiqué, le président de la République. C'est ponctuel. Donc, non, maintenant, comme ils ont montré leur volonté, ben, il faudrait peut-être aller plus loin. Peut-être là, c'est la société civile qui devrait mettre pression pour demander justement à ces trois leaders qui ont fait des déclarations en soutenant la parité, donc Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba et le président de la République lui-même qui a fait des déclarations pour soutenir la parité, mais demander dans les listes que vous avez envoyées, parce que le président de la République fait partie aussi d'un parti politique, est-ce que dans les listes que vous avez présentées, est-ce que vous avez tenu compte de la parité que vous avez soutenue le 8 mars en faisant des déclarations? Merci beaucoup, Madame Kiki. Deux déclarations qui se rencontrent. Selon M. Ngunda, une des clés est avec nous sur ce plateau puisqu'il faut changer la loi. Et heureusement que nous avons la chance d'avoir Madame la députée nationale. Et vous, quelle piste de solution proposerez-vous pour atteindre le 50-50? Okay. Je propose deux volets. Donc, je suis d'accord, et je l'ai dit aussi, moi aussi, la contrainte de la loi. Donc, pour faire appliquer cette parité-là. Et aussi l'application de cette loi-là. On a plusieurs lois, en commençant par la Constitution. Mais est-ce qu'elle est appliquée? Si la loi était appliquée, donc, ça allait résoudre beaucoup de choses. Et avec ça, c'est la volonté du gouvernement. Ça commence par le chef et tout le monde. Donc, on doit avoir cette volonté-là d'abord d'appliquer. Nous avons des lois qui nous préservent, si on peut dire, mais est-ce qu'elles sont appliquées? Tout est dans les textes, tout se retrouve dans les textes, mais on ne suit pas ça. Ça, c'est mon premier volet, dans le sens que nous devons avoir cette volonté-là. Nous devons arrêter un peu de stigmatiser la femme, parce que non seulement il y a des compétences où que la femme n'a pas droit à l'erreur et tout ça, mais lorsque on nomme un ministre, homme, petit h, donc il n'y a personne qui demande, qui cherche à savoir son éducation, son expérience, il n'y a rien du tout. Donc, comme l'a dit Maître ici, on devrait avoir des critères sur place pour savoir qui peut être ministre par rapport à quels critères. Donc ça, c'est mon premier volet. Le deuxième volet, la femme elle-même aussi doit se lever. La femme ne doit pas être découragée, comme l'a insinué
Madame Vwanga, mais la femme doit se lever, elle doit oser. Je représente aujourd'hui Madame Marie-Josée Ifoku de l'ANC. Elle a osé en 2018, elle a osé, c'était la seule femme candidate. Elle est allée jusqu'au bout. C'est pas qu'elle n'a pas subi d'intimidation, c'est pas que c'était facile, mais elle a fait. Il faut qu'on se lève plus, qu'on soit beaucoup plus présente et autour des tables de nos décisions et qu'on se fraye le chemin nous-mêmes, qu'on se fraye le chemin. Voilà. Merci beaucoup. On espère qu'elle va encore oser en 2023, si bien sûr il y aura les élections. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Monsieur Ngunda, d'avoir accepté d'être avec les femmes sur un même plateau. Ça n'a toujours pas été facile. De belles analyses. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était donc cette émission pour vous, moi-ci. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.